La fille de mon frère a tiré l'alarme incendie exprès, pendant la fête d'anniversaire de mon fils, dans un parc de trampolines couvert. 18 familles se sont précipitées vers la sortie. Elle a eu un petit sourire en coin. Papa m'a promis une PS5 si ton gosse pleurait. Je lui ai rendu son sourire, et j'ai annulé leur camp de ski à Aspen. 18 000 € partis en fumée. Mais à 6h12 du matin, mon frère a ouvert un email, et il est resté muet de stupeur. L'alarme incendie était fixée au mur, à près de 2 mètres de la fosse à mousse. Et ma nièce s'y est dirigée comme un enfant marche vers quelque chose qu'on lui a ordonné de trouver, avec détermination, sans la moindre hésitation, et en jetant un seul coup d'œil par-dessus son épaule, juste pour confirmer que l'adulte qui l'avait envoyé regardait bien. Célor avait 10 ans. Elle portait un bracelet d'accès, une queue de cheval, et l'expression concentrée d'une petite fille en train d'accomplir une mission. Elle a inspecté la pièce une fois, d'un balayage rapide des yeux qui a duré 2 secondes. Le regard d'une enfant qui sait que ce qu'elle s'apprête à faire est mal, et qui a besoin de s'assurer que les personnes capables de l'en empêcher ne regardent pas. Les parents ne regardaient pas. Les enfants ne regardaient pas. Cobb était sur le trampoline principal avec 6 amis, portant une couronne d'anniversaire en papier, ornée de paillettes bleues, que le personnel du parc lui avait posée sur la tête 12 minutes plus tôt, au début de la fête. Il rebondissait avec la joie spontanée d'un garçon de 8 ans, qui comptait les jours jusqu'à cet événement depuis l'envoi des invitations, 3 semaines auparavant. Célor a tiré l'alarme. Le son a été immédiat, et omniprésent. Le genre de bruit qui ne monte pas crescendo, mais qui arrive d'un coup, dans toute sa puissance. Une tonalité aiguë et continue, qui a rempli l'installation de 1100 mètres carrés, de la même manière que l'eau inonde une pièce quand les murs cèdent. Le stroboscope s'est déclenché, les lumières d'urgence se sont activées, et 18 familles, soit 43 enfants et 31 adultes, se sont dirigés vers les sorties, avec la rapidité et le désordre de personnes qui ne savent pas si l'urgence est réelle. Mais qui savent qu'elles ne peuvent pas se permettre d'en douter. Cobb est tombé du trampoline, il n'a pas sauté, il est tombé. L'alarme l'a surpris en plein saut, sa réception a été déséquilibrée, son genou gauche a heurté le coussin de protection, et il s'est effondré sur le tapis avec sa couronne. Celle-ci a glissé de sa tête, pendant qu'il plaquait ses mains sur ses oreilles, son visage prenant cette expression typique d'un enfant de 8 ans, lorsque le son le plus fort qu'il ait jamais entendu remplace la chanson d'anniversaire qu'il attendait. La couronne a atterri sur le tapis. Un parent qui passait en courant a marché dessus. L'empreinte de la chaussure a écrasé les paillettes, et a plié le carton en son centre. Ainsi, la couronne qui se trouvait sur la tête de mon fils depuis 12 minutes, était désormais sur le sol d'un parc de trampolines en cours d'évacuation, tout cela parce que ma nièce avait tiré une alarme incendie sur les instructions de son père. Le parking était un véritable chaos. Des parents serraient leurs enfants dans leurs bras, le personnel comptait les bracelets, et 2 camions de pompiers sont arrivés 4 minutes après l'alarme, toutes sirènes et gyrophares allumés, la réponse complète à l'activation d'une alarme incendie commerciale dans le comté de Hennepin. Les pompiers sont entrés dans le bâtiment, ont inspecté l'installation, et n'ont trouvé aucun feu, aucune fumée, aucune urgence. L'alarme a été réinitialisée à 14h51. La fête était finie. 18 familles ont fait monter leurs enfants dans leur voiture, sans attendre le gâteau, ni les cadeaux, ni les sacs de remerciements que j'avais préparés sur la table de ma cuisine la veille au soir. Je les avais assemblés avec Cobb, qui avait glissé un bâton lumineux et un sachet de bonbons dans chacun d'eux, écrivant le nom de chaque invité de sa propre main, parce qu'il a 8 ans, que l'écriture est encore un grand projet à cet âge, et que ce projet lui tenait à cœur. Je me tenais sur le parking, avec Cobb à mes côtés, lorsque Célor est sortie du bâtiment. Elle affichait cette expression qu'arbore un enfant quand le devoir a été rendu, mais que la note n'a pas encore été donnée. Elle a regardé Cobb. Elle a observé son visage, rougi par les larmes, par la douleur du genou qu'il avait cogné contre le cadre, et par le bruit qui résonnait encore dans ses oreilles. Et elle a souri d'un air suffisant, « Papa m'a promis une PS5 si ton gosse pleurait ». Cette phrase est sortie comme sortent les phrases lorsqu'un enfant répète un scénario dicté par un adulte, de manière claire, sans émotion, et avec l'assurance rythmique de quelqu'un qui récite ce qu'il a appris par cœur, plutôt que ce qu'il comprend réellement. Célor ne comprenait pas ce que coûte une PS5, ni ce que représente un anniversaire pour un enfant de 8 ans, ni les conséquences d'une alarme incendie dans un bâtiment rempli de familles. Elle comprenait seulement que son père lui avait offert quelque chose qu'elle voulait, en échange de quelque chose qu'elle pouvait faire, et elle l'avait fait. Et maintenant, elle rendait compte de la transaction, de la même façon qu'un enfant signale qu'une corvée est terminée.
Mon frère, Gage, était adossé à sa voiture, à l'autre bout du parking. Il ne s'était pas précipité dehors avec les autres parents. Il était sorti en marchant calmement. La démarche d'un homme qui sait que l'alarme n'est pas réelle, tout simplement parce que cette alarme était son idée. Il observait la scène à une vingtaine de mètres de là, les bras croisés, son téléphone à la main. Il avait l'expression d'un conseiller financier de 31 ans, qui venait d'utiliser sa fille de 10 ans pour détruire la fête d'anniversaire de son neveu, uniquement parce que sa sœur avait refusé de co-signer le prêt de son bateau. Ma mère, Lan, se tenait à côté de lui. Elle passait un bras autour des épaules de Sailor. Elle souriait, elle ne riait pas, non, elle souriait. C'était le sourire contenu et complice d'une femme de 62 ans, qui avait regardé sa petite fille tirer une alarme incendie, et qui avait choisi la petite fille au détriment du petit-fils, exactement de la même manière qu'elle avait choisi son fils au détriment de sa fille pendant 34 ans. Gage s'est avancé vers moi. 4 parents, encore présents sur le parking, installaient leurs enfants dans leur voiture, observant la conversation à travers leurs pare-brises et leurs portières ouvertes. Gage n'a pas baissé la voix. Tu dépenses 2000 € dans des châteaux gonflables pour un gosse qui n'a pas de père, et ensuite tu pleurniches quand une gamine de 10 ans tire sur une manette. Si tu passais moins de temps à jouer à la réceptionniste à la clinique pour chiens, et un peu plus de temps à te construire une vraie vie, ton gosse n'aurait peut-être pas besoin d'un trampoline pour se sentir spécial. Château gonflable. Clinique pour chiens. N'a pas de père. Besoin d'un trampoline pour se sentir spécial. 4 cibles, en 3 phrases. Chacune visait une partie de ma vie que Gage, depuis 31 ans, avait décidé d'estimer inférieure à la sienne. Mon salaire, ma profession, la structure familiale de mon fils, et le droit de mon fils à profiter de son anniversaire. Cette tirade a été prononcée sur un parking, devant des parents que je serais amené à croiser à la sortie de l'école pendant les 3 prochaines années. Et le volume de sa voix, c'était celui d'un homme qui veut des témoins, parce que les témoins rendent l'humiliation permanente. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai regardé Gage, j'ai regardé Lan, et j'ai regardé Sailor. Elle se tenait derrière sa grand-mère, et son petit sourire en coin commençait à s'effacer. En effet, les sourires narquois des enfants s'estompent lorsque le silence qui les suit est plus long que la phrase qui les a provoqués. Et j'ai souri. Pas le sourire d'une femme qui a été vaincue. Non, le sourire d'une femme dont le métier est de gérer de la documentation, et à qui l'on vient tout juste de remettre le document le plus important de l'année. J'ai pris la main de Cobb. J'ai marché jusqu'à ma voiture. J'ai ouvert la portière, j'ai attaché mon fil sur le siège arrière, et j'ai refermé la porte. Ensuite, je suis retourné à l'entrée du parc de trampoline, où le personnel remettait les lieux en ordre. J'ai posé une seule question à la jeune femme de l'accueil, votre directeur général est-il disponible ? Nesté est dans son bureau, je peux aller le chercher. S'il vous plaît. Bienvenue dans le coin Reddit, Histoire secrète de famille, la chaîne où la personne qui ne crie pas sur le parking, est la personne qui envoie l'email fatal à 5h47 du matin. Si votre famille a déjà soudoyé un enfant pour détruire la fête de votre propre enfant, abonnez-vous dès maintenant, car j'ai rendu son sourire à mon frère. Et ce sourire n'était pas un signe de pardon. C'était un plan. Je m'appelle Willa Ambry. J'ai 34 ans. Je suis la responsable de bureau de l'hôpital vétérinaire Northlop, à Minneapolis, dans le Minnesota. Je gère la facturation, les factures des fournisseurs, la planification, les réclamations d'assurance, le traitement de la paie, et la coordination logistique. Tout cela pour une clinique qui reçoit 90 animaux par semaine, et emploie 12 personnes. Mon salaire est de 62 000 € par an. Ma famille résume mon emploi, travailler à la clinique pour chiens, comme si les chiens se géraient tout seuls. Et comme si la femme qui fait tourner la clinique, restait simplement assise dans une pièce, à attendre qu'ils arrivent. Mon frère, Gage, a 31 ans. Il est conseiller financier chez Lakeside Wealth Management. Il porte un costume 5 jours par semaine, conduit une BMW en location, et gère un portefeuille client qui valait 42 millions d'euros l'année dernière, et qui n'en vaut plus que 31 millions cette année. En effet, Gage perd des clients de la même manière qu'un tuyau percé perd de l'eau, de façon constante, silencieuse, et avec ce genre de dégâts qui ne devient visible que lorsque quelqu'un vérifie le compteur. Ses revenus sont passés de 124 000 € à 89 000 € cette année. Il ne peut plus se permettre la location de sa BMW. Il ne peut plus payer son abonnement au club. Et mardi dernier,
il m'a demandé de co-signer un prêt de 32 000 € pour l'achat d'un bateau, car son ratio d'endettement ne lui permettait plus d'être éligible seul. Et j'ai dit non. Ce nom a voyagé, passant de ma bouche à sa fierté, puis à la main de sa fille, pour finir sur une alarme incendie accrochée au mur d'un parc de trampoline, où mon fils rebondissait en portant une couronne en papier. Ce que Gage ignore, c'est ce que je paie, moi. Le camp de ski d'Aspen où Sailor est inscrite pour ses vacances d'hiver, 18 000 € pour la saison, payée en août, une somme due dans son intégralité avant confirmation de l'inscription. Gage a raconté à chaque parent de l'école de Sailor, à chaque collègue de son cabinet, et à chaque membre de son club, que c'était lui qui payait ce camp. Il publie des photos de Sailor sur les pistes, avec des légendes du genre « un investissement pour son avenir » ou encore « rien que le meilleur pour ma fille ». Ce camp n'est en rien un investissement de Gage. Ce camp, c'est un virement effectué depuis mon compte épargne vers la Aspen Youth Winter Academy, chaque mois d'août. C'est mon nom qui figure sur le paiement. C'est mon compte qui apparaît sur le reçu. Le nom de Gage, lui, n'est présent que sur la légende Instagram. Le supplément pour les frais de scolarité de l'école privée de Sailor, 550 € par mois. L'école facture 14 200 € par an. Les revenus de Gage couvrent 7 600 € de ses frais annuels. Les 6 600 € restants sont payés par mois, sous forme de versement mensuel, transférés via le compte de l'âne. Elle m'avait dit que c'était pour un soutien familial éducatif. Et je l'ai cru, de la façon dont une fille croit naturellement sa mère lorsqu'elle demande de l'aide pour l'éducation de sa petite fille, automatiquement, et sans vérifier où atterrit réellement l'argent. La livraison des courses de l'âne, 340 € par mois, depuis 2 ans. Il s'agit d'un service de préparation et de livraison de repas, qui arrive à la porte de l'âne chaque mercredi, avec une semaine de repas préportionnés. Ce service était l'idée de l'âne, le paiement, lui, était le mien. 8 160 € versés sur 24 mois. Une somme allant de la femme, qui travaille à la clinique pour chiens, à la femme qui a souri sur un parking, pendant que la couronne d'anniversaire de son petit-fils se faisait piétiner sur le sol d'un trampoline. Le total de ce soutien financier invisible, 18 000 € de camp de ski, plus 6 600 € de supplément de scolarité, plus 8 160 € de course. Soit 32 760 €. Plus de la moitié de mon salaire annuel, versé à une famille qui venait de soudoyer un enfant avec une PS5, pour tirer une alarme incendie à la fête d'anniversaire de mon fils. Nesté est arrivé à l'accueil 4 minutes après ma demande. Il est le directeur général de Jump Zone Minneapolis. Il est calme, de cette manière dont les personnes qui gèrent de grandes installations couvertes remplies d'enfants bondissants se doivent d'être calmes. L'alternative, c'est le chaos, et le chaos, c'est mauvais pour l'assurance responsabilité civile. Madame Ambry, je suis désolé pour cette interruption. Nous avons confirmé que l'alarme a été activée manuellement. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement du système. Je sais qui l'a activé. C'est ma nièce, elle a 10 ans. Mon frère lui a donné l'ordre de le faire. L'expression de Nesté n'a pas changé, mais sa posture est passée du calme propre au service client, au sérieux requis par un rapport d'incident. Nous avons des caméras de sécurité sur chaque boîtier d'alarme. Je peux visionner les images pour confirmer. Je vous prie de les visionner. Et j'aurai besoin de 2 choses de votre part, le fichier vidéo, et la facture des pompiers pour fausse alarme. Les pompiers facturent 3 800 € pour une intervention due à une fausse alarme commerciale dans le comté de Hennepin. La facture sera émise à l'ordre de la partie responsable. Si vous pouvez m'aider à confirmer l'identité de cette partie responsable, je me chargerai de la transmettre. La partie responsable est Gage Ambry. C'est le père de l'enfant qui a tiré l'alarme. Il lui a ordonné de le faire, c'est elle qui me l'a dit. Nesté a hoché la tête. Je préparerai les images et la facture pour ce soir. Madame Ambry. Il a fait une pause, je gère ce parc depuis 9 ans. J'ai eu des déclenchements accidentels, des enfants qui heurtaient la manette. Ou encore un employé qui l'a accroché par erreur lors d'un grand nettoyage. Mais je n'ai jamais eu un parent qui ordonne à un enfant d'activer une alarme incendie dans mon établissement. Les images et la facture sont à vous. Bon retour sur le coin Reddit. Si vous étiez le parent qui a payé la fête, payé le camp de ski, payé les frais de scolarité, payé les courses, et qui a reçu une alarme incendie et un sourire moqueur en guise de remerciement, cliquez sur « S'abonner ». Car ce soir-là, j'ai passé 4 coups de téléphone, et envoyé un email. Et à 6h12, mon frère allait comprendre que la femme, qui travaille à la clinique pour chiens,
tient de bien meilleurs dossiers que le conseiller financier qui perd ses clients. Je suis rentré à la maison en voiture. Cobb était silencieux sur la banquette arrière. Sa couronne n'était pas avec lui. Elle gisait sur le sol du trampoline, piétinée et pliée. Je n'étais pas retourné la chercher, car y retourner aurait signifié passer devant Gage, Lane et Saylor. Et je n'étais pas encore prête à repasser devant eux. La couronne était restée sur sa tête pendant 12 minutes. 12 petites minutes, pour une fête d'anniversaire qui devait durer 2 heures. 12 minutes de bons, de rires, et de paillettes bleues accrochant les lumières du plafond. Et puis, l'alarme a remplacé les lumières par des stroboscopes, les rires par des cris, la couronne par une empreinte de bottes, et la fête par un parking où un homme a traité sa sœur de « réceptionniste à la clinique pour chiens ». J'allais retourner chercher la couronne, mais pas ce jour-là. De retour à la maison, Cobb est allé dans sa chambre, et a fermé la porte. Il ne l'a pas claquée. Il l'a fermée avec le clic précautionneux d'un garçon qui veut être seul. Un garçon qui ne veut pas que son besoin de solitude fasse trop de bruit, de peur que sa mère ne l'entende, et ne s'inquiète pour lui. Surtout un jour où elle se faisait déjà du souci pour la fête, pour l'alarme, pour la scène sur le parking, et pour cette phrase cruelle à propos du père qu'il n'a pas. Il avait 8 ans, et il gérait déjà les émotions de sa mère. C'est le genre de maturité qui brise le cœur d'un parent. Cette maturité est bien réelle, mais elle ne devrait pas être nécessaire. Et cette nécessité avait été créée de toutes pièces par une famille qui faisait passer les sentiments du frère avant l'anniversaire du petit-fils. Je suis resté debout devant sa porte pendant 30 secondes. Je pouvais l'entendre respirer. Il ne pleurait pas. Il respirait. C'était la respiration lente et contrôlée d'un enfant qui a décidé de ne pas pleurer. Car pleurer, c'était exactement ce que Gage voulait. C'était ce que Saylor avait confirmé, et c'était la condition pour obtenir cette fameuse PS5. Cobb avait 8 ans, et sur ce parking, il avait compris, sans que personne n'ait besoin de le lui expliquer, que ces larmes portaient une étiquette de prix. Et que les personnes qui fixaient ce prix étaient ces mêmes personnes qui s'asseyaient à la table familiale à chaque fête, et qui se faisaient appeler « la famille ». Je me suis installé à la table de la cuisine, et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Les sacs de remerciements étaient toujours sur le comptoir. 18 sacs, 18 prénoms écrits de la main de Cobb, 18 bâtons lumineux, 18 paquets d'oursons en gélatine. Étage 18 souvenirs d'un petit garçon de 8 ans, assis à la table de la cuisine la veille de sa fête, écrivant le nom de chaque invité avec la plus grande concentration. Une attention digne d'une personne qui veut que chaque lettre soit parfaite, parce que ces lettres représentent les personnes qu'il a conviées, et que pour lui, cette invitation comptait. Les sacs n'avaient pas été distribués. Les sacs ne seraient d'ailleurs pas distribués aujourd'hui. Ils trônaient sur le comptoir, à côté d'un rouleau de ruban adhésif et d'un marqueur, dans le silence d'une cuisine qui aurait dû déborder de restes de gâteaux et de bruits de fête. Au lieu de cela, elle était remplie par la présence lourde d'une porte de chambre fermée, et par le souvenir d'une couronne écrasée sur le sol d'un trampoline, à 6 kilomètres de là. Je suis resté assise à la table de la cuisine avec mon ordinateur, et la vidéo que Nesté m'avait envoyée par email à 18h14. Le fichier durait 47 secondes. Il montrait Saylor, marchant de la zone de la fosse à mousse jusqu'au boîtier d'alarme incendie. Elle s'arrête. Elle inspecte la pièce. Elle lève le bras. Elle tire. L'alarme se déclenche. L'horodatage indique 14h34 et 07 secondes. Les images étaient claires, filmées en plongée. Elle montrait son visage, sa main, et cette vérification de la pièce, longue de 2 secondes. Une preuve accablante qu'elle savait exactement ce qu'elle faisait, et qu'elle avait choisi de le faire simplement parce qu'un adulte en qui elle avait confiance lui avait dit de le faire. J'ai failli fermer mon ordinateur après avoir regardé l'enregistrement. La vidéo suffisait amplement. Saylor devant la caméra, la main sur l'alarme, le visage bien visible, mission accomplie. C'était suffisant pour déposer un rapport de police, suffisant pour justifier une facture pour fausse alarme, et suffisant pour appuyer la conversation que j'aurais avec Gage, une fois le moment venu. Mais le chiffre de 32 760 € m'a arrêté. Le camp de ski, les frais de scolarité, les courses. Cet argent que j'avais envoyé à une famille qui s'était servie de la fête d'anniversaire de mon fils comme d'une punition, tout ça pour un refus de prêt de bateau. La vidéo était l'allumette. Les 32 760 € étaient le carburant. Et l'email que je m'apprêtais à écrire allait être l'incendie. Sauf que ce feu-là aurait un numéro de dossier de conformité,
ainsi qu'une citation de la FINRA, et il brûlerait à une température à laquelle aucun conseiller financier ne peut survivre. J'ai effectué 4 actions. Premièrement, j'ai annulé le camp de ski d'Aspen. Le formulaire d'annulation était en ligne. Je me suis connecté avec le compte parent que j'avais créé lors de l'inscription de Sailor, en août dernier. Le système a demandé un motif. J'ai tapé « circonstances familiales ». Le système a confirmé l'annulation, et le remboursement de 18 000 € vers la carte Visa se terminant par 7702. La carte de Willa Ambry. L'email de confirmation a été envoyé à la fois au payeur et au contact parental. Gage allait donc recevoir une confirmation d'annulation pour un camp qu'il s'était vanté de payer. Cet email arriverait sur une adresse qu'il consulte régulièrement et afficherait un remboursement vers une carte de crédit qui n'était pas la sienne. La confirmation allait atterrir dans sa boîte de réception comme le reçu d'un mensonge. Deuxièmement, j'ai annulé le supplément pour les frais de scolarité. Lundi matin, j'ai appelé le service de facturation de l'école, et j'ai supprimé le paiement automatique de 550 € par mois du compte de l'AN. Lors du prochain prélèvement, il manquerait 550 € pour couvrir la scolarité. L'école contacterait Gage. Et pour la toute première fois, il apprendrait que 550 € des frais mensuels de sa fille provenaient du compte courant de la responsable administrative d'une clinique vétérinaire, via le numéro de compte de sa propre mère. Troisièmement, j'ai annulé la livraison des courses de l'AN. Le service de préparation de repas avait ma carte enregistrée. Je l'ai supprimée. La livraison du mercredi suivant n'arriverait pas, l'AN appellerait le service, et apprendrait que le moyen de paiement avait été retiré par le titulaire de la carte. Elle découvrirait que ce titulaire était sa fille, cette même fille dont elle avait regardé l'anniversaire du fils s'effondrer, le sourire aux lèvres, au milieu d'un parking. Quatrièmement, j'ai déposé un rapport de police auprès des forces de l'ordre de Minneapolis, pour déclenchement d'une fausse alarme incendie. La loi 609 685 du Minnesota qualifie de délit le fait d'activer intentionnellement une alarme incendie, tout en sachant qu'il n'y a aucune urgence. Le rapport désignait Sailor comme l'activatrice, et Gage Ambry comme l'adulte commanditaire. La preuve, les images horodatées des caméras de sécurité de Jump Zone. L'officier m'a attribué un numéro de dossier. J'ai failli m'arrêter après ces 4 actions. Le camp était annulé. Les frais de scolarité étaient coupés. Les courses étaient supprimées. Le rapport de police était déposé. Mais la couronne m'a retenu. Elle était toujours là-bas, sur le sol du trampoline. Je l'avais abandonnée le samedi après-midi, parce que je n'avais pas la force de passer devant mon frère pour aller la chercher. Demain, j'y retournerai. Nesté me laisserait entrer. Je trouverai cette couronne, je la ramasserai, je la ramènerai à la maison, et je la poserai sur l'étagère. Juste à côté des sacs de remerciements que Cobb avait remplis de bâtons lumineux et de bonbons, avec les prénoms écrits de sa main. Ces mêmes sacs que 18 enfants n'avaient jamais reçus, tout cela parce qu'une gamine de 10 ans avait tiré une alarme, pour que son père puisse punir sa tante d'avoir refusé un prêt pour un bateau. La couronne méritait de rentrer à la maison, mais elle pouvait bien attendre un jour de plus. Ce n'était pas le cas de mon email. Dimanche soir, 23h40. La table de ma cuisine. J'ai rédigé le message. Il était adressé au service de conformité de l'Exide Wealth Management. L'objet de l'email était le suivant, inquiétude concernant la moralité et l'intégrité de Gage Ambry, conseiller financier. Le courrier contenait 4 pièces jointes, la vidéo de sécurité de Jump Zone montrant une mineure activant une alarme incendie, une déclaration écrite des mots de Sailor, la facture de 3 800 € des pompiers du comté de Hennepin adressée à Gage Ambry. Et les relevés de paiement du camp de ski d'Aspen, montrant une inscription de 18 000 € réglée depuis le compte de Willa Ambry, pour un camp que Gage affirmait publiquement financer. Le corps de l'email ne comportait que 4 phrases, je vous écris pour signaler un problème de moralité et de conduite, concernant Gage Ambry, conseiller financier au sein de votre cabinet. Ce samedi, Monsieur Ambry a ordonné à sa fille de 10 ans de déclencher une fausse alarme incendie dans une installation commerciale, provoquant l'évacuation de 43 enfants et 31 adultes. Ainsi qu'une intervention des pompiers facturée 3 800 €. Monsieur Ambry a également menti publiquement sur la source de financement du camp de ski d'Aspen de sa fille. Dans des publications sur les réseaux sociaux accessibles à ses clients. Vous trouverez ci-joint les images de vidéosurveillance, la facture des pompiers, ainsi que les relevés de paiement. La règle 2010 de la FINRA exige des conseillers financiers qu'ils respectent des normes élevées d'honneur commercial,
ainsi que des principes de commerce juste et équitable. Un homme qui soudoie un enfant pour déclencher une fausse alarme, qui ment sur le financement d'un camp de ski, et qui détruit la fête d'anniversaire de son neveu en représailles d'un refus de cosignature, est un homme dont l'honneur commercial soulève de sérieuses questions. Des questions auxquelles les services de conformité répondent généralement par des enquêtes. Ces enquêtes débouchent souvent sur des suspensions. Et ces suspensions entraînent ce silence assourdissant qui s'installe, lorsqu'un homme en costume réalise que la femme, de la clinique pour chiens, a rempli les documents qui ont mis sa licence en sursis. J'ai programmé l'envoi de l'email pour 5h47, le lundi matin. Ce choix d'horaire était délibéré. 5h47, c'est avant l'ouverture de la bourse, avant que les bureaux ne se remplissent, et avant que Gage n'arrive à son bureau avec son café, sa liste de clients, et ce costume qui coûte plus cher que la mensualité de ma voiture. L'email serait dans le système de conformité avant même que Gage ne franchisse la porte. Cela signifiait que le responsable de la conformité le lirait avant que la journée de Gage ne commence. Par conséquent, la journée de Gage débuterait par une demande de réunion à laquelle il ne s'attendait pas, et par un dossier contenant le mot « intégrité », juste à côté d'une vidéo de la main de sa fille sur une alarme incendie. Le mardi matin, à 6h12, Gage a ouvert la notification transférée par son service de conformité. Cette notification était une alerte automatique générée par le système de gestion de l'entreprise. Le genre de mail qui arrive avec un drapeau rouge de haute priorité, et un objet contenant les mots « examen de conduite » et « attention immédiate requise ». L'alerte l'informait qu'un examen de conduite avait été ouvert, suite à une plainte externe déposée le dimanche soir. Le message incluait le numéro de dossier, les 4 pièces jointes, ainsi qu'une convocation à une réunion de conformité prévue le jeudi matin, à 9h. Gage est resté muet de stupeur. Je le sais, parce que l'âne m'a appelé à 6h30. Sa voix avait la tonalité d'une mère qui observe son fils rester pétrifié depuis 18 minutes, et qui en conclut que cette immobilité est bien pire que les cris qui font généralement suite aux mauvaises nouvelles. Ton frère n'a pas prononcé un mot depuis 18 minutes. Il est assis à la table de la cuisine, son téléphone à la main, et il ne bouge pas. Son café refroidi, il n'y a même pas touché. Qu'est-ce que tu as fait, Willa ? 18 minutes de silence ? De la part d'un homme qui a passé 31 ans à remplir chaque pièce avec sa voix, ses opinions, son costume, sa BMW en location, et ses légendes Instagram vantant son investissement pour l'avenir de sa fille. Le tout financé avec l'argent que sa sœur gagnait dans une clinique vétérinaire. 18 minutes d'un conseiller financier, fixant un email qui juxtapose le mot « intégrité » à la vidéo de sa fille tirant une alarme incendie. Tout cela parce qu'il lui avait promis une console de jeu, si un petit garçon de 8 ans pleurait à sa propre fête d'anniversaire. Je n'ai pas répondu à l'appel de l'âne. J'ai laissé sonner jusqu'au répondeur. Le message vocal consistait en 34 secondes d'une mère demandant « Qu'est-ce que tu as fait ?» sans jamais demander une seule fois ce que son fils, lui, avait fait. Parce que l'âne a passé 62 ans à demander à Willa d'expliquer les conséquences des actes de Gage, au lieu de demander à Gage de s'expliquer sur ses propres choix. J'ai failli répondre à l'appel de l'âne, juste pour lui donner des explications. La mère en moi, cette part de moi qui a passé 34 ans à s'adapter, à arrondir les angles, et à chercher des excuses au comportement de ma famille, voulait décrocher et dire « il ne peut s'en prendre qu'à lui-même ». Mais la porte fermée de Cobb m'a arrêté. Le clic de ce samedi. Cet enfant de 8 ans, obligé de gérer les émotions de sa mère. Ce clic était la seule réponse dont j'avais besoin. La réponse, c'était le silence. Et ce silence était bien la chose la plus honnête que j'ai communiquée à ma famille en 34 ans. Mercredi soir, 18h. Mon appartement. La BMW de Gage s'est garée sur le parking. L'âne était sur le siège passager. Ils étaient venus parce que la réunion de conformité avait lieu le jeudi. Gage avait besoin que je retire mon email, que je supprime les images, et que j'annule la plainte. Une plainte déposée dans un système qui ne les supprime pas, puisque les systèmes de conformité sont conçus pour accumuler les données, et non pour les effacer. J'ai ouvert la porte. Il y avait 4 objets sur la table de la cuisine. Mon ordinateur portable, avec la vidéo en pause. La preuve imprimée de l'annulation du camp de ski, indiquant mon nom en tant que payeur. L'historique des paiements de l'école, montrant le numéro de compte de l'âne avec ma carte bancaire comme source de financement. Et enfin, la couronne d'anniversaire pliée, que j'avais récupérée chez Jump Zone le lundi matin. Nesté l'avait gardée derrière le comptoir d'accueil.
La couronne était posée sur la table, l'empreinte de bottes bien visible sur le dessus, et les paillettes étalées sur le carton. La preuve de ce que ce samedi avait coûté à mon fils, exposée juste à côté des preuves de ce que ces 34 années m'avaient coûté à moi. J'ai besoin que tu annules cet email à la conformité. Gage ne s'est pas assis. Il est resté debout dans l'encadrement de la porte, ses clés de voiture à la main. Il avait la posture d'un homme habitué à entrer dans une pièce en tant que personne la plus importante, et qui découvre soudainement que cette pièce-ci a une hiérarchie différente. L'email est entre les mains du service de conformité de ton entreprise. Je ne l'ai pas envoyé à ton service, je l'ai envoyé au cabinet. C'est le cabinet qui l'a transmis à la conformité. Je ne peux pas annuler la procédure interne de l'entreprise. Tu peux les appeler. Dis-leur que c'était une dispute familiale. Dis-leur que tu as exagéré. J'ai joint les images de vidéosurveillance de ta fille tirant l'alarme incendie. J'ai joint la facture de 3 800 € des pompiers. J'ai joint les paiements du camp de ski, effectués depuis mon compte. Alors que tu as affirmé à tes clients que tu les avais financés. Rien de tout cela n'est une exagération. Ce n'est que de la documentation. L'âne s'est avancé. Oui là, c'est la famille. On ne dénonce pas sa famille à son employeur. On n'envoie pas de vidéo de surveillance à un service de conformité. Quoi qu'il se soit passé à la fête, ça doit rester dans la famille. C'est resté dans la famille quand Gage a soudoyé sa fille. C'est resté dans la famille quand Sailor a tiré l'alarme. C'est resté dans la famille quand 18 familles ont couru vers les sorties, quand les pompiers sont intervenus, quand mon fils est tombé du trampoline. Et quand sa couronne a été piétinée. C'est resté dans la famille à chaque seconde de ce samedi après-midi. Mais quand j'ai envoyé cet email, ce n'était plus une affaire de famille. Parce que la famille est le cœur du problème. Maman. Et ce n'est pas le problème qui décide qui a le droit d'en entendre parler. La famille ne soudoie pas une fillette de 10 ans pour tirer une alarme incendie à la fête d'un garçon de 8 ans. La famille ne promet pas une PS5 pour faire pleurer un enfant. La famille ne se tient pas sur un parking. Pour traiter une mère de réceptionniste de clinique pour chiens, pendant que la couronne d'anniversaire de son fils se fait écraser à l'intérieur du bâtiment. Ce n'est pas ça, la famille, maman. Ça, c'est l'attitude d'un homme qui a perdu des clients, qui n'a pas pu obtenir un prêt pour un bateau. Et qui a décidé de punir la sœur qui lui avait dit non, en utilisant sa propre fille comme une arme contre son neveu. J'ai regardé Gage. Laisse-moi te dire ce que tu coûtes, et ce que j'ai payé. 18 000 € pour le camp de ski d'Aspen de Sailor, cette saison. De l'argent sorti de mon compte, le compte de la femme qui travaille à la clinique pour chiens. Pas de ton compte à toi. C'est le mien. Chaque légende Instagram que tu as publiée, vantant ton investissement pour l'avenir de ta fille, était une légende financée par cette même sœur à qui tu as conseillé de se construire une vraie vie. La mâchoire de Gage s'est crispée. Je ne savais pas que tu payais pour ça. Tu ne le savais pas parce que tu n'as jamais vérifié. Tout comme tu n'as jamais vérifié qui paie le supplément mensuel de 550 € pour les frais de scolarité de l'école de Sailor. C'est moi aussi, Gage. Via le compte de maman. Soit 6 600 € par an. Et la livraison de courses de maman? 340 € par mois depuis 2 ans, soit 8 160 €. Tout cela, financé par la réceptionniste de la clinique pour chiens. J'ai attrapé le justificatif imprimé du camp de ski, et je l'ai brandi. Mon nom. Ma carte. Mon paiement. Total, 32 760 €. De la part de la femme qui répond au téléphone à la clinique pour chiens, pour le conseiller financier qui n'arrive pas à conserver ses propres clients. Et quand la femme de la clinique pour chiens a dit non pour un prêt de bateau. Le conseiller financier a envoyé sa fille tirer une alarme incendie à la fête d'anniversaire de son neveu. Ce n'est pas une dispute familiale, Gage. C'est l'histoire d'un homme dont le portefeuille client fond à vue d'œil, et dont la sœur a arrêté de combler le déficit. Les mains de Gage se sont posées sur le dossier de la chaise de cuisine. Il s'est agrippé au bois de la même façon qu'un homme s'accroche à quelque chose, lorsque le sol se dérobe sous ses pieds. Ce bois était la dernière chose solide qui lui restait dans la pièce. Sa tête a basculé vers l'avant, le menton sur la poitrine. La posture d'un homme dont le corps a assimilé une information que sa carrière tentait encore de rejeter. La réunion de conformité était prévue jeudi matin, à 9 h. La vidéo était dans le dossier. Les relevés de paiement du camp de ski étaient dans le dossier.
La facture de la fausse alarme était dans le dossier. Et le mot « intégrité » figurait dans ce dossier, juste à côté de son nom, imprimé avec cette même police de caractère que l'entreprise utilise pour tous ses documents officiels. Et ce mot était le plus lourd de sens dans le vocabulaire d'un conseiller financier. Car ce mot détermine si les clients peuvent lui faire confiance ou non. Et les clients sont l'unique rempart qui sépare une BMW de location d'un abonnement de bus, et d'une vie qui a l'apparence dont Gage a désespérément besoin, vue de l'extérieur. Gage a fait un pas en avant. Je paierai pour refaire la fête. La totale. Le même parc, le même nombre d'enfants. Et j'achèterai une PS5 à Cobb pour m'excuser. Appelle juste le cabinet, et dis-leur que c'était un malentendu. La fête coûte 2000 €. La PS5 coûte 500 €. Le camp de ski dont tu t'es vanté auprès de tout le monde coûte 18 000 €. L'email de conformité, lui, te coûte ta carrière. Tu ne peux pas acheter ton pardon pour un chiffre aussi énorme, avec une simple console et un gâteau. La poigne de Gage sur la chaise s'est resserrée. Ses jointures étaient blanches sur le bois. La main de l'âne s'est portée sur la lanière de son sac à main. Cette lanière était la seule chose à laquelle elle pouvait se raccrocher. Car la livraison de course était annulée, la fille qui finançait sa vie se tenait à 1 mètre d'elle en énumérant chaque euro dépensé, et cette sangle de sac à main était la seule partie de son existence, qu'elle tenait encore entre ses mains. Tu as promis une PS5 à ta fille si mon fils pleurait. Le responsable de la conformité a reçu la vidéo à 5h47 du matin. L'examen de ta licence commence lundi. Cette réplique finale est tombée sur la table de la cuisine de la même manière que l'alarme incendie s'était abattue sur le parc de trampoline, d'un seul coup, dans toutes les directions, et sans aucun bouton de réinitialisation. C'est le dernier camp de ski. Le dernier supplément de scolarité. La dernière livraison de course. C'est le dernier euro en provenance de la clinique pour chiens, pour cette famille qui tire des alarmes. Et qui promet des PlayStation en échange de l'arme. La couronne est sur la table. L'empreinte de botte est sur la couronne. Et le dossier de conformité est dans un système que tu ne peux pas atteindre, et que je ne retirerai pas. Ils sont partis. Gage d'abord. Clé en main. Sa BMW sur le parking. Sa réunion de conformité dans 14 heures. L'âne le suivait. Agrippé à la lanière de son sac. La livraison du mercredi qui n'arriverait pas. Le budget course devenant soudainement son propre problème. Les répercussions ont été institutionnelles et financières. La réunion de conformité a eu lieu le jeudi. Gage a été placé en probation sous surveillance, dans l'attente d'un examen complet de sa conduite. Ses activités en contact direct avec la clientèle ont été restreintes. Plus aucune réunion avec de nouveaux clients, sans la présence d'un conseiller principal. Plus aucune gestion de portefeuille sans supervision. Plus aucune publication publique sur les réseaux sociaux. La période de probation durerait 90 jours. Durant ces 90 jours, chaque interaction avec un client serait surveillée, chaque email examiné. Et le mot « intégrité » trônerait dans son dossier, telle une alarme incendie qui avait été déclenchée, et qu'il était impossible de réduire au silence. 3 clients ont demandé le transfert de leur portefeuille, dans les 2 semaines suivant l'annonce de sa mise à l'épreuve. Ces transferts représentaient 840 000 € d'actifs sous gestion. Au taux de commission de Gage, la perte s'élevait à 12 600 € de revenus annuels. La location de la BMW coûtait 687 € par mois. La marge financière se réduisait comme peau de chagrin. L'email de confirmation concernant le camp de ski est arrivé dans la boîte de réception de Gage. Il affichait un remboursement vers une carte Visa se terminant par 7702. Un numéro que Gage ne reconnaissait pas, car il appartenait à sa sœur. Le coordinateur des parents de l'Aspen Academy a appelé Gage, pour lui demander si Sailor reviendrait la saison prochaine. Gage a répondu qu'il prendrait d'autres dispositions. Le coordinateur lui a dit « Elle va nous manquer. Remerciez chaleureusement Madame Ambry pour son généreux parrainage financier cette saison. » Parrainage. Le mot qui a fait comprendre à Gage que le coordinateur avait toujours su qui payait. Cette information avait été dans leur système depuis le début, et ce système avait une bien meilleure mémoire qu'une légende Instagram. Le manque à gagner pour les frais de scolarité est apparu sur le relevé de facturation de l'école, il manquait 550 €. Le service financier de l'établissement a contacté Gage. Gage leur a demandé d'où provenaient ces 550 € d'habitude.
Le service a répondu qu'il s'agissait d'un paiement supplémentaire, effectué par une titulaire de compte nommée Ambry, et acheminé via un compte secondaire. Gage a appelé l'âne. L'âne n'a pas répondu. Les 550 € étaient désormais le problème de Gage. Et ce problème s'ajoutait à la location de la BMW, à la baisse de ses commissions, à l'approbation de conformité, et à la facture de 3800 € des pompiers, que Nesté avait envoyée à son adresse personnelle. La livraison de courses de l'âne n'est pas arrivée le mercredi. Elle a appelé le service. Le service lui a répondu que la carte de paiement avait été retirée. L'âne m'a appelé. Je n'ai pas répondu. Elle m'a laissé un message vocal, « Tu punis ta mère pour une simple fête d'anniversaire ». J'ai sauvegardé ce message. Ce message réduisait une alarme incendie, un enfant soudoyé, une couronne piétinée, et 32 760 € de soutien financier invisible, à une simple fête d'anniversaire. Et cette minimisation absurde était, en soi, l'aveu caché de ce message vocal. Cet aveu était désormais sauvegardé dans le même téléphone qui contenait les images de vidéosurveillance, l'email de conformité, et la photo d'une couronne en papier plié, marquée par une empreinte de chaussure sur les paillettes. Samedi après-midi, 14 h. Parc de trampoline Jump Zone. Nesté nous avait offert la nouvelle réservation. Il m'avait appelé le lundi pour me dire, la fausse alarme n'était pas de votre faute, ni celle de votre fils. Le parc aimerait organiser la fête à nouveau, gratuitement. Même formule, même créneau horaire. Je superviserai le personnel moi-même. Nesté est le genre de directeur qui comprend que la réputation d'une entreprise repose sur les expériences qu'elle crée. Et l'expérience que son parc avait offerte le samedi précédent, n'était pas celle qu'il était prêt à accepter comme chapitre final. J'ai envoyé de nouvelles invitations le mardi. L'anniversaire de Cobb, deuxième prise. La même liste d'invités, les 18 familles. Absolument toutes ont répondu présent. Pas par pitié pour Cobb, même si c'était le cas pour certaines. Non, si elles venaient, c'est parce qu'elles avaient vu une fête d'anniversaire être détruite par une alarme incendie, par une fillette de 10 ans au sourire narquois, et par une grand-mère qui souriait. Elles voulaient être présentes quand la fête serait reconstruite. Car la reconstruction est le genre d'événement auquel les gens aiment assister, lorsque la destruction initiale a été assez publique pour marquer les mémoires. Cobb est entré dans le Jump Zone à 13h55, portant une nouvelle couronne à paillettes bleues, toute neuve et intacte. Le personnel du parc l'avait fabriquée spécialement le matin même, avec son prénom, Cobb, écrit sur le devant au marqueur doré. Il a regardé les trampolines. Il a regardé la fosse à mousse, d'où Sailor avait commencé sa marche, une semaine plus tôt. Il a regardé le boîtier d'alarme sur le mur, qui était désormais protégé par un couvercle en plastique transparent. Une modification que Nesté avait apportée dès le lundi matin. Ce couvercle n'empêchait pas l'activation en cas de véritable urgence. Il empêchait simplement les déclenchements désinvoltes. Il empêchait les fillettes de 10 ans de remplir les missions dictées par des pères, qui promettaient des consoles de jeux en échange de quelques larmes. Cobb est monté sur le trampoline principal. Il a ajusté sa couronne à deux mains. Il a rebondi une première fois. La couronne est restée en place. Il a rebondi de nouveau. La couronne est restée sur sa tête. Il a rebondi une troisième fois, la couronne a glissé, mais il l'a rattrapée d'une main, l'a replacée sur sa tête, et a continué à sauter. Et ce geste de rattrapage, c'était ça qui comptait vraiment. Parce que le samedi précédent, la couronne était tombée, et personne ne l'avait rattrapée. Alors que ce samedi-ci, la couronne a chuté, et le petit garçon l'a rattrapée tout seul. Toute la différence entre une couronne qui tombe pour être piétinée, et une couronne qui tombe et que l'on rattrape, c'est la différence même entre une fête qui est détruite, et une fête qui est vécue. J'étais assise sur le banc des parents, avec l'ancienne couronne sur mes genoux, toute pliée, tachée par l'empreinte de la botte, et couverte de paillettes écrasées. Je l'avais apportée avec moi, parce que cette vieille couronne n'était pas un simple déchet. Cette vieille couronne, c'était une archive. L'ancienne couronne représentait le prix à payer pour avoir dit non à un prêt de bateau. Le prix à payer pour avoir un frère qui mesure l'amour en co-signature. Le prix à payer pour avoir une mère qui sourit quand ce n'est pas le bon petit enfant qui pleure. L'ancienne couronne, c'était le samedi. La nouvelle couronne, c'était le jour présent. Et la femme assise sur le banc, tenant l'ancienne couronne tout en regardant son fils rebondir avec la nouvelle, n'était pas la réceptionniste de la clinique pour chiens.
Elle était la responsable de bureau de l'hôpital vétérinaire Northlop. Elle gérait 12 employés, 90 animaux par semaine, un budget, des plannings, et une logistique d'approvisionnement. Et elle avait géré la destruction de la fête d'anniversaire de son fils, de la même manière qu'elle gérait tout le reste, avec de la documentation, avec une précision chirurgicale, et en comprenant parfaitement que la personne qui tient les dossiers est celle qui décide de ce que les dossiers racontent. Cobb rebondissait. La couronne restait en place. 43 enfants sautaient, et 18 familles regardaient. Le parc de trampoline était de nouveau plein à craquer. L'alarme était sous protection. Le gâteau trônait dans la salle de fête. Les bâtons lumineux étaient bien rangés dans les sacs de remerciements, et les prénoms étaient écrits avec l'application d'un enfant de 8 ans. Cet anniversaire qu'on lui avait volé lui avait été rendu. Et cette restitution était plus bruyante que l'alarme, plus discrète que le petit sourire narquois, et elle valait bien plus qu'une PS5, qu'un prêt de bateau, qu'une location de BMW, ou qu'une légende Instagram. Elle valait plus que chaque euro que Gage avait un jour prétendu dépenser pour une famille, à qui il ne faisait, en réalité, qu'emprunter de l'argent. Merci d'avoir suivi le coin Reddit. Si cette histoire vous a rappelé que la personne qui organise la fête, qui paie le camp, et qui remplit les sacs de remerciements, est bien la dernière personne à qui vous devriez donner une raison d'envoyer un email, partagez-la ce soir. Cliquez sur « S'abonner », laissez un commentaire, et dites-moi, est-ce que quelqu'un a déjà détruit le plus beau jour de votre enfant en osant appeler ça une leçon? Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.